Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien. Bienvenue sur votre chaîne, bienvenue sur Al Janoubia TV. Aujourd'hui, je reçois M. Karim Nayet Medjani pour nous parler de quelque chose de fondamental, d'important, d'urgent. Il s'agit de la santé mentale de nos enfants. Vous êtes représentant de l'association Défi. Alors dites-nous en quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi vous êtes là. Moi, je dirais juste un mot, les écrans. Alors justement, les écrans, ils ont pris une place, la place la plus importante dans notre société moderne, voire même quand elles ne sont pas modernes, entre guillemets, puisque maintenant, avant on avait une surexposition de la télévision pendant à peu près 70 ans, à 80 ans, jusque dans le début de la grosse télévision, de l'arrivée en masse de la télévision dans les années 50, 60, surtout aux États-Unis. D'abord aux États-Unis. D'abord aux États-Unis. Bon, jusqu'à maintenant, 2012, maintenant pratiquement tous les foyers sont équipés en télévision. Alors après, depuis à peu près 2007, on va dire, l'arrivée du téléphone portable. 2007 à peu près, surtout en France. Okay. Au niveau mondial, on va dire 2010. Okay. C'est devenu une catastrophe. Parce que le développement de l'enfant, alors bien sûr, ça touche toutes les tranches d'âge. Et les conséquences sont différentes en fonction des âges. Ce qui est sûr, c'est que le développement, parce qu'il n'a pas pu se faire naturellement, dans des conditions naturelles, il a été complètement saccagé. Il y a des phases critiques du développement des yeux, du cerveau, de la motricité, de l'attachement à la mère. L'attachement, c'est très important. Et l'attachement à la mère, il ne se fait plus. Et c'est un piège, un cercle vicieux, parce que la mère, face à ces écrans-là, peut baisser les bras en fonction de son contexte, très rapidement. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le concret, l'objectif. Mon cher Karim, est-ce qu'il n'y a pas déjà au préalable un attachement des mères elles-mêmes aux écrans? Justement, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, avant la naissance de l'enfant, déjà dans le couple, s'il y a eu une mauvaise gestion des écrans, déjà le couple lui-même, il est fragile, il est fragilisé. Alors, comme dans n'importe quelle vie, dans n'importe quel couple, si on n'a pas réfléchi en amont à comment on va éduquer notre enfant, et qu'en plus on a les écrans. Et quelle attitude avoir soi, homme ou femme, avec les écrans? Justement, c'est très compliqué à mettre en place, parce qu'il n'y a pas une règle unique qu'on pourrait définir pour chacun et tous, puisque tous, on a un parcours de vie différent, d'autant plus que les femmes et les hommes sont différents par rapport à la perception des écrans. C'est-à-dire qu'on reçoit les écrans, on voit les écrans différemment. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une étude d'Israël Abramoff en 2012-2013 qui a, aux États-Unis, qui a vu qu'effectivement les hommes avaient une meilleure détection des mouvements. Dans les écrans, sur les écrans. Tout ce qui bouge, ils ont une meilleure détection des écrans, des mouvements. Or, et la femme, ils ont vu qu'elle avait une meilleure détection des nuances de couleurs. C'est-à-dire qu'elle sent mieux les couleurs, les distinctions de couleurs, les nuances de rouge, de rose, etc. Et par contre, elle a une meilleure audition. Ce n'est pas dans son étude, mais on sait qu'elle a une meilleure audition, un meilleur sens de l'odorat. Donc quand on met un enfant, durant toute sa vie, un homme, devant un écran, il sera en général, bien sûr, il y a toujours des exceptions, déjà dans le genre, en genre, c'est-à-dire chez les hommes, il y a des différences, chez les femmes, il y a des différences, mais il y a encore des différences encore plus marquées entre les hommes et les femmes par rapport à cette perception-là. Donc les hommes qui vont être surexposés durant toute leur vie à diverses sources d'écran, donc jeux vidéo, télévision, séries et des images qui ne sont pas très catholiques, entre guillemets, très halal, on va dire. Sites pornographiques, par exemple? Voilà, des sites pornographiques, exactement. Je ne sais pas dire le terme, parce que je ne connais pas qui est notre public. Donc, ces hommes-là qui sont souvent soumis à ces images-là, ils sont plus attirés par ces images-là parce que ça bouge tout le temps. En fait, c'est une zone de l'œil, qui est la rétine périphérique, qui est plus sensible chez l'homme que chez la femme. Donc, on est plus attiré que ça, par ces images-là, que la femme, qui, elle, va être plus sensible à l'audition. Donc, c'est pour ça que les jeunes garçons sont plus attirés par les jeux en ligne, les séries, et les femmes, les jeunes adolescentes, sont plus attirées par les réseaux sociaux, les dialogues, les chats, etc. Donc, quand on a un parcours de vie qui a été surexposé à tous ces écrans-là, qu'on n'a pas pris le recul nécessaire, qu'en plus on est dans des conditions sociales et familiales très difficiles, on n'a pas soi-même géré les écrans. Et on se retrouve avec une épouse ou un époux qui lui-même, par exemple, n'a pas géré les écrans. Donc c'est très compliqué à mettre en place de mettre en place une politique saine. Donc chaque cas a une gestion. Il faudrait pour chaque cas apporter une gestion différente. Une personne qui a grandi avec une gestion de ces écrans-là arrive à l'âge adulte, se marie.
son compagnon ou sa compagne, à gérer ou pas gérer, ils peuvent mettre en place, si la réflexion se fait en amont, une gestion correcte des écrans. Mais il n'y a pas que les écrans, bien sûr qu'il y a la bienveillance, il y a l'écoute de l'autre, il y a plein de choses. Et tout ça, justement, les écrans jouent là-dessus. Parce que l'être humain qui ne s'est pas développé dans ses conditions naturelles, surexposé aux écrans et aux sons électroniques, n'arrive pas, il ne peut pas, surtout le bébé, il ne peut pas développer sa conscience, sa vision centrale qui permet l'attention. Un bébé qui naît, il n'a pas de vision centrale, parce que pour résumer, au fond de l'œil, il y a une rétine, donc c'est le film qui capte les images. Au milieu, c'est très petit, hein, une zone qui s'appelle la rétine centrale. Celle-là, elle capte les choses fixes, une bonne acuité et les couleurs. À la naissance, l'enfant, il a pratiquement aucune acuité visuelle. Par contre, sa rétine qui détecte les mouvements, la périphérique, donc tout ce qui bouge, c'est une zone réflexe qu'il ne contrôle pas. C'est-à-dire quand quelque chose qui bouge, hop, je vais regarder. C'est ce qui se passe dans les sites où il y a des jeux, ils mettent toujours des pop-up, des fenêtres pop-up qui clignotent tout ça pour justement pour stimuler cette zone périphérique. Vous voulez dire tout ça est étudié Voilà. pour garder Pour attirer l'attention. Pour Pour attirer attirer l'attention. Parce que l'attention, en fait, c'est comme ces réflexes. Je regarde, qu'est-ce que c'est? Ouais. Ça va perturber mon attention. Je ne dis pas que c'est fait pour perturber notre attention. C'est fait pour qu'on puisse regarder et cliquer et après dépenser éventuellement de l'argent ou jouer à ce qu'ils nous proposent. Parce qu'ils savent que cette zone périphérique, c'est une zone réflexe. Or, quand elle est surstimulée chez un enfant de moins de 2 ans, c'est une catastrophe. Donc il y a un âge où c'est plus grave. Voilà. Donc les débuts peut-être. Voilà. Les débuts de surtout avant quand le 2-3 cerveau ans. est en train de se. Voilà. Alors je me suis rapproché de professionnels de la santé, de médecins, de psychologues, etc. Donc j'ai signé avec beaucoup d'autres personnes pour que ce soit inscrit. Alors les professionnels de santé, ils ont bien compris ça. Donc c'est une annonce que je fais. Il y en a déjà qui sont au courant de ça. Mais moi j'ai des médecins traitants. Hein. Je connais des médecins qui ne savaient pas ça. Donc il y a une grande nouvelle en France. Il y a déjà des pays qui ont déjà fait des mesures, qui ont pris des mesures extraordinaires par rapport à la gestion des écrans. Mais en France, depuis le 1er avril 2018, donc de cette année, donc très récemment. C'est très récemment. Très récent, il est inscrit. Une semaine. Voilà, exactement. Il est inscrit officiellement sur le carnet de santé qu'il est interdit de mettre un écran à un enfant de moins de 3 ans. La télévision ne doit même pas être allumée dans la même pièce où il se trouve, même s'il ne la regarde pas. Parce Alors ça, il faut le répéter. Alors, vous dites que sur le carnet de santé, désormais, depuis le 1er avril, carnet de santé français, il est inscrit, suite à vos travaux, à vos efforts. Et je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de professionnels qui sont... Et des professionnels de santé. Il est inscrit que, dorénavant, il est interdit qu'un écran soit allumé là où il y a un enfant de moins de 3 ans. Voilà. Qu'il regarde cet écran ou non. Exactement. Et pourquoi moins de 3? Pourquoi pas 5 ans? Alors, parce que déjà 3 ans, c'est là où il va rentrer à la maternelle, en France. D'accord. Donc, il regardera des écrans à la maternelle, mais pas à la maison. Alors, justement, c'est un combat qu'on mène également par rapport à l'école numérique en France. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez. Oui, parce qu'on parle beaucoup de ça. Justement, c'est un grand débat, parce qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont entre les deux. Mais il n'y a pour l'instant aucune étude, à ma connaissance, qui prouve qu'un écran apporte plus qu'un être humain, au niveau pédagogique. Qu'un être humain, qu'un enseignant, vous voulez dire? Qu'un enseignant, voilà, un enseignant ou une enseignante. Donc, l'enfant, je reviens sur les 3 ans, l'enfant, surtout, il y a des phases. Bon, c'est pas perdu, il ne faut pas faire paniquer tout le monde, rien n'est perdu, il ne faut pas jeter les écrans, il faut les jeter pour surtout les moins de 3 ans. Ça, c'est clair, ça n'a aucune utilité. Ça n'a aucune utilité. C'est pour ça par rapport à l'attachement, il est très important que l'enfant qui grandit, qui vient de naître, il crée cet attachement. Parce que dans le cerveau, il y a des zones qui sont bien spécifiques pour reconnaître le faciès de sa mère, les regards, les sourires, les expressions de sa mère. Il y a des expériences qui ont été menées par les Américains par rapport à ça. Ils ont vu qu'effectivement, une mère... Surtout si elle donne le sein, disons-le. Alors maintenant, encore mieux, ils ont celles qui donnent le sein, elles regardent leur portable ou la télévision. Ce n'est pas un reproche. Attention. Oui, bien sûr. Toujours, on accuse personne. Toujours dans la bienveillance. Dans la bienveillance. Dans le conseil. On a tous grandi Absolument. sans savoir. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile, c'est très compliqué. Moi-même, c'est très compliqué pour moi. J'ai un ami, Messaoud Azerou, j'en profite, qui a fait un spectacle qui s'appelle Sans le savoir. C'est-à-dire sans le savoir, c'est-à-dire qu'on a donné les écrans sans savoir qu'on donnait une bombe à nos enfants. Et nous-mêmes, comme on n'a pas, justement par rapport à notre parcours de vie, si on n'a pas, durant notre parcours de vie, acquis cette bienveillance par rapport aux écrans, on ne les gère pas nous-mêmes, ne pensant pas faire du mal.
Jamais. Quelle mère voudrait faire du mal à son enfant? Aucune. Bien sûr. Alors, il y en a qui culpabilisent, c'est les écrans. Non, non, non. Les mamans sont tombées dans un piège, entre guillemets. C'est-à-dire qu'elles ont grandi sans savoir. Elles sont... Moi, j'ai rencontré, ça fait maintenant une dizaine d'années, je rencontre de toutes sortes d'âges de mamans. Hein. J'ai vu des jeunes. Alors, les jeunes, c'est très compliqué avec les jeunes mères de 20 ans. Encore plus compliqué, bien sûr, bien sûr. Leur dire qu'il ne faut pas d'écran, alors qu'elles-mêmes, elles sont connectées H24, c'est très compliqué. Ouais. Donc, quand on n'a pas été éduqué avec cette attention aux écrans, il y a des mamans qui donnent le biberon. Ce n'est toujours pas un reproche, elles ne le savent pas. C'est les fabricants. Ils ont fabriqué quoi? Des porte-biberons avec un porte-portable. C'est-à-dire, on insère le portable dessus, avec en même temps que le bébé prend le biberon. Donc, la maman qui ne regarde pas, alors que ce sont des phases critiques du regard de l'enfant pour le développement des yeux, il faut qu'il puisse regarder sa mère pour développer correctement son cerveau. Et en plus, lié à la vision, il y a tout un tas de facteurs qui sont liés à ça. Tous les sens. Tous les sens. Les 5 sens sont liés à ça. Et tout le développement, la main, toute la motricité. Vous êtes très féru de médecine, Karim. Hein. C'est de là d'où vous venez. Voilà. À la base, j'ai une formation en biologie. Ouais. Après, j'ai fait un petit détour en médecine, mais ça ne m'a pas du tout plu parce que l'ambiance en médecine m'avait dégoûté à l'époque. Ils insultaient les profs. Donc, je me destinais à la base à un DEA de neurosciences. Donc, je me suis toujours intéressé. Donc, la neurologie. Neurologie, tout ce qui se passe dans le cerveau. Parce que je me posais des questions sur pourquoi l'homme, il est mauvais. Donc, je pensais qu'en allant faire de la recherche sur le cerveau, je trouverais quelque chose. J'ai bien compris que ce n'était pas la bonne voie. Finalement, j'ai fini dans l'optique. Donc, ça fait 10 ans que je suis dans l'optique. Ce qui est très lié au cerveau. C'est la base. Évidemment. 80% des informations que l'on collecte quand on est jeune, elles sont visuelles. Je ne parle pas des enfants qui sont nés aveugles. Ça, c'est encore autre chose. Ils vont développer d'autres sens. Il faut qu'ils soient bien pris en charge. Ils vont développer d'autres sens. Donc, quand on développe correctement son regard avec l'attachement qui va se créer avec la mère et l'enfant, entre la mère et l'enfant, et l'attachement, il n'est pas inné. Il est acquis, à plus de, je ne vais pas dire de bêtises, mais à plus grande majorité, il est acquis cet attachement maternel, justement par le lien qu'elle va créer avec l'enfant, dans le regard, dans les sourires, etc. Et si l'écran, il arrive, il casse ça, il peut générer de graves retards, de graves troubles. Alors qu'est-ce qu'il risque, justement? Alors, justement, ça fait polémique. Qu'est-ce que nous risquons? Ça fait polémique en France. Et non, je ne suis pas un spécialiste psychologue, mais j'ai tellement lu et je me suis rapproché de tellement de choses que je peux vous assurer de ce que je vous dis, puisque ce sont des spécialistes qui le disent. Donc, il y a une émission qui, suite à un collectif qui s'est créé récemment, qui s'appelle Collectif Surexposition Écran, qui a été créé par une psychologue clinicienne, Sabine Duflo, que je salue par ailleurs, puisque je la connais très bien. Et qui regroupe des pédiatres, des orthophonistes, des médecins, pour alerter des dangers de la surexposition précoce aux écrans. Il y a le docteur Annelise Ducanda qui, indépendamment de ça, c'est une médecin de PMI en Ile-de-France, dans le Sud, qui a lancé une alerte en mars 2017 sur YouTube. Alors elle a choisi le cas des écrans, les réseaux sociaux. Oui, parce que c'est là que justement, touché le monde. C'est là qu'elle a touché énormément de monde. Alors que Sabine Duflo, elle travaille là-dessus, mais depuis des années déjà. Mais le fait qu'elle ait utilisé ce moyen de communication, ça a fait le buzz, entre guillemets. Et donc, ça a créé quoi? Du coup, qu'elle s'est rapprochée de ce collectif-là. Elle fait partie du collectif. Et donc, le 18 janvier 2018, sur France 2, il y a eu une émission qui a été consacrée à ce collectif-là. Accro aux écrans, d'envoyé spécial, avec Élise Lucet. Ils ont fait un reportage sur ce collectif. Ils sont partis aussi aux États-Unis pour voir ce qu'on risque concrètement. Ce qu'on risque concrètement et essayer d'interroger un petit peu le dirigeant de Facebook. Tout le monde lui a fermé la porte. Par contre, ils ont pu retrouver un reportage d'une émission américaine dans laquelle l'ancien cofondateur de Facebook, avec, j'ai oublié son nom. Zuckerberg, merci. Donc le deuxième cofondateur, dont j'ai oublié également le nom, a dit clairement qu'ils avaient massacré l'humanité avec ce Facebook-là. Et que pour lui, alors ça se discute, mais oui, d'accord, non, j'écoute. Ça se discute avec les pouces. Pourquoi? Parce que les pouces, ils ont été étudiés pour stimuler la sécrétion de dopamine. C'est ce qu'ils disent dans le reportage. D'accord. Après, addiction, pas addiction, c'est autre chose. Mais ça les rend plus attrayants d'avoir des pouces sur le Facebook, comme les flammes. Ils en parlent dans le reportage. Les flammes, je ne connaissais même pas ça, dans le Snapchat. Yes. Je ne sais pas si... Snapchat, il y a les flammes. En fait, c'est toujours être stimulé constamment pour essayer d'aller toujours rechercher les news, d'essayer d'aller en avant. Donc, on crée
une surcharge cérébrale. Trop d'informations. Trop d'informations pour le cerveau. C'est évident. Ouais. Donc ça n'a rien de naturel. Trop d'informations inutiles en plus. Exactement. Ouais. C'est des stimulations qui ne servent à rien. Donc du coup, dans l'émission, il faisait le parallèle par rapport à Facebook, etc., tout ce qu'il faisait, comment il pouvait attirer l'attention des gens pour essayer de les attirer encore plus sur les réseaux sociaux. Je ne jette pas la pierre sur les réseaux sociaux, moi-même je l'utilise. À partir du moment où on a un certain âge, oui, le tout c'est d'abord d'être structuré. On a un certain recul, on peut l'utiliser à bon escient. Ouais. Écran pour servir et non pour asservir, comme le dit Jack Broder, un ami qui a créé le site EduPax, qui est conférencier spécialiste dans l'éducation à la non-violence. Écran pour servir et non pour asservir, et non pour desservir. Oui, mais un écran pour un moins de 3 ans, donc c'est ce qu'il disait dans le reportage. Donc il montrait dans le reportage un enfant. Il y en a beaucoup, hein. J'en ai connu beaucoup. Moi, j'ai des amis, des voisins, là où j'habite, en banlieue sud, qui sont devenus, qui ont développé des troubles d'allure autistique. Alors, faut bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, troubles d'allure autistique. Ouais. Alors, l'autisme, c'est un grand mot qui est défini par. Je suis toujours pas un spécialiste, mais je répète ce qu'on me dit par rapport à ce qui a été dit par des spécialistes. Hein. L'autisme a été défini par le DSM-5. Le DSM-5, c'est ce qui permet de cataloguer les maladies mentales. Ça a été mis en place par les pédiatres américains. Yes. Et ce DSM-5 a décidé de mettre en place, en fonction de la symptomatologie, donc en fonction des symptômes, tel symptôme, on est autiste ou pas autiste. Donc c'est surtout un problème de relation avec les autres. Ils ne parlent pas, ils marchent sur la pointe des pieds. Enfin, il y a des symptômes bien définis qui ont été définis par ces spécialistes-là. Et dans le reportage du 18 janvier, il montre un enfant surexposé aux écrans qui a développé des troubles apparentés à l'autisme. Alors, il y a eu, après ce reportage, beaucoup de polémiques parce que je pense, là, la distinction qu'il faut faire, c'est qu'il y a des enfants qui naissent avec un handicap, quel qu'il soit, génétique, surdité, auditive, ou ce que vous voulez. Il y a un problème génétique, il y a une pathologie, il y a un handicap dès la naissance, pour X raisons. Ça peut être épigénétique, durant la grossesse, pour plein de raisons. Mais il y a un problème. Et il y a des enfants qui sont majoritairement nés sains, c'est-à-dire sans pathologie. Mais on parle de ces enfants-là, pas de ces autres enfants qui qui maintiendront un handicap toute leur vie. Parce que quand on a une maladie génétique sur un chromosome, on va le garder toute sa vie. Normalement, jusqu'à ce qu'il y ait des thérapies géniques, mais pour l'instant, jusqu'au contraire, quand on a une maladie, on la garde toute sa vie. Ouais. Maintenant, ces enfants qui ont été surexposés à des périodes spécifiques de leur développement, donc avant 2 ans, parce qu'il y a des périodes bien spécifiques, développent ces troubles-là, qui s'apparentent à l'autisme. Alors, il faut dire d'allure autistique, parce que d'un point de vue scientifique, tout ce que vous voulez, ça n'a pas été encore établi. Par contre, il y a 7 études dans le monde international, et il y en a pas beaucoup qui les connaissent. Ces études, cher Karim, elles disent le problème et elles ne disent pas ce qu'il faudrait faire. Alors, justement. Elles disent ce qu'il ne faut pas faire, elles ne disent pas ce qu'il faut faire. Vous voyez? Alors, justement. C'est ce qui me dérange, moi, avec beaucoup de professionnels, pas tous les professionnels, c'est de s'arrêter. Il faudrait qu'ils développent un petit peu leurs études et qu'ils disent aux gens, ça, il ne faut pas le faire. Ok, très bien, on a compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, parce que l'humain, on a observé maintenant l'urbanisation galopante depuis les années 50, c'est une catastrophe. Les humains sont détachés de leur être naturel. Ils ne sont plus Tous les enfants sont handicapés en réalité, puisqu'ils ne sont plus dans des activités à l'extérieur, ils ne sont plus à apprendre. Si vous voulez, ils voient un chat sur un écran avant de le voir en vrai. Vous voyez? Alors que ça ferait tellement de bien à leur être naturel de voir d'abord un chat en vrai, un chien, un ruisseau, des oiseaux. C'est ce contact au dehors, à l'extérieur, qui n'est pas enseigné, même pas à l'école. Imaginez qu'on garde des enfants pleins d'énergie de 8h à 17h le soir assis sur une chaise. C'est terrible. Comment peut-on s'étonner du résultat ensuite? Exactement. Vous voyez, c'est ça qui me dérange un petit peu, si vous voulez, Karim. C'est de s'arrêter à dire il ne faut pas d'écran. Mais qu'est-ce qu'il faut alors? Je vais plus loin. Alors, il y a 2 choses déjà. C'est que l'arrivée, il y a 2 sortes d'écrans qui sont différents. Pendant 70 ans, on n'avait qu'un seul écran, il était dans le salon. Ouais.
On connaît les effets de cet écran-là, la télévision. On les connaît. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Rien. Ça fait 70 ans que ça existe. Michel Desmurget, un directeur de recherche en neurosciences à l'INSERM, a écrit un livre documentaire magnifique et que j'invite à tout le monde, que j'invite à lire vraiment pour tous. C'est TV Lobotomie, la vérité scientifique sur les effets de la télévision. C'est une perle, ce bouquin-là. Donc il y a à peu près 1300 références, dont 500 qui sont scientifiques. On sait, les gens qui savent ça, ils n'ont pas de télévision chez eux. Ils n'ont pas de télévision chez eux. Ils sont une minorité. Malheureusement. Mais il y en a qui n'ont pas de télévision, mais qui utilisent les vidéos. Qui utilisent les vidéos pour apprendre le Coran, par exemple. Arrêtez. Alors, arrêtez. À l'époque, bien ou pas bien? Pas bien du tout. C'est pas naturel. Et justement, je fais un petit aparté par rapport à la vue. Parce que la vue, elle a besoin de voir de loin. Il y a une myopie, on en parlait tout à l'heure, il y a une myopie accommodative. C'est accommodé, c'est quand je regarde de près. Quand je regarde de près, je suis toujours en train de contracter mes yeux, entre guillemets, et donc je fatigue sans le savoir. Mais les jeunes, les enfants, ils ont une force dans les yeux bien supérieure à celle de l'adulte. C'est pour ça qu'au bout d'un certain âge, on fatigue, les yeux fatiguent, on porte des lunettes pour voir de près. Parce que pour voir de près, il faut nous aider. Donc les enfants, ils sont toujours en train de regarder de près. Et comme l'œil, il est en train de grandir, ils croient que le monde, il est là. Il n'est pas là-bas. Donc ils ne relâchent pas leurs yeux. Donc ça fait croire au cerveau et aux yeux que le monde, il est proche, alors qu'il n'est pas proche. Donc ça peut générer des problèmes de vue, c'est phénoménal. Plus tous les problèmes psychologiques. Ça a créé de très très gros problèmes en Corée du Sud. Exactement, mais dans le monde entier. Là, maintenant, il y a une épidémie de myopie. En Amérique, en Asie du Sud, c'est connu depuis pas mal d'années déjà ça, parce qu'ils sont tous à fond sur les écrans. En Chine, ils ont créé des centres de désintoxication aux écrans, aux jeux vidéo. D'ailleurs, ils ont mis pression, des sources que j'ai eues, à l'OMS, donc c'est deuxième grande nouvelle. Si, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'OMS va déclarer officiellement... L'Organisation mondiale de la santé va déclarer officiellement, l'Organisation mondiale de la santé, donc, ça c'est important, avec l'ONU, va déclarer officiellement comme maladie mentale l'addiction aux jeux vidéo. Alors, alors s'il y a une majorité de malades mentaux, on va être bien. Alors justement, s'ils font ça pour finalement décréter que... Alors justement, donc pour en venir aux solutions, ça fait 70 ans qu'on sait que la télévision elle a des effets néfastes. Mais par exemple, Karim, celui qui travaille dans une entreprise et il est sur un ordinateur, il est comptable, il est, je sais pas, web designer. Alors c'est encore autre chose. Journaliste, Par exemple, il y a les architectes qui connaissent très bien une application pour filtrer la lumière bleue. Parce qu'on passe du coq à l'âne, mais il faut savoir que dans les écrans, il y a une lumière bleue. Alors, ils disent les LED, pas les LED, mais dans les écrans plats avec des LED, ils émettent énormément de lumière bleue. La lumière bleue, c'est une lumière qui est excitante pour le cerveau. C'est-à-dire que ça l'empêche de dormir. C'est pour ça que le ciel, il est bleu. C'est une énergie, c'est une lumière qui est très énergique. Il y a beaucoup d'énergie dans cette. Donc elle diffuse dans le ciel. Donc l'être humain, hypothèse, il s'est habitué au bleu. Donc, il prend cette énergie. Voilà, cette lumière bleue, quand elle vient taper dans mon œil, elle va dire au cerveau, ne dors pas. Ne dors pas, ne sécrète pas de mélatonine. La mélatonine, c'est cette hormone qu'on fabrique dans le cerveau pour dormir. Quand on a beaucoup de lumière bleue, on ne veut pas dormir. Donc c'est ce qui fait que on peut avoir des troubles du sommeil. Mais, il y a d'autres choses. On est en train de découvrir, alors ça c'est encore à prouver, mais on n'a pas assez de recul pour ça, parce que c'est vraiment, ça fait 10 ans qu'on est soumis, 10-15 ans qu'on n'a pas le recul. Il faudrait 40 ans de recul pour découvrir autre chose, en plus de la myopie là, qui pose des problèmes. C'est que cette lumière bleue, c'est des hypothèses, encore j'insiste, créerait de la DMLA précoce. Qu'est-ce que c'est la DMLA? C'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. On va simplifier, ça rend aveugle au milieu de l'œil. C'est terrible. C'est terrible. Ça arrive normalement à partir de 75 ans, 70 ans et 80 ans. En fait, ça arrivera plus proche. Voilà. C'est comme les troubles érectiles en sexualité arrivent alors qu'ils arrivaient pour quelqu'un qui a plus de 50 ans, ils arrivent de plus en plus tôt chez pas mal de jeunes hommes que nous recevons. Alors, voilà, la DMLA, ça arrive à 40-45 ans. Voilà. On a des cas. On ne comprend pas pourquoi. Alors, il faut une étude, il faut 40 ans de recul. L'équilibre naturel n'est pas respecté. Voilà. L'activité physique a été perdue. Le regard de loin pour désaccommoder, c'est-à-dire relâcher les yeux, a été perdu. Le regard avec les hommes, avec la nature. La nature, le contact avec la nature. Ça me permet de rebondir juste après, je vais revenir sur une grande thérapie, parce qu'on va finir. Il y a une thérapie qui existe, qui n'a pas été encore officiellement reconnue scientifiquement, mais qui a sauvé des milliers d'enfants du Maroc jusqu'en Irak. Donc, dans le monde arabe.
parce Ouais. qu'elle a été créée par une psychologue algérienne orthophoniste. Alors son nom, C'est Rima Driouech, qui est actuellement au Qatar, d'accord. Dodi Driouech, qui a créé la thérapie qui s'appelle Andalusia. Je les ai élire. C'est Ouais. une Algérienne. Oui, c'est une D'accord. Algérienne. Elle est actuellement au Qatar. Ok. Donc elle a créé cette thérapie, mais elle l'a fait naturellement. Elle l'a pas fait avec une... Elle a étudié énormément, énormément la psychologie de l'enfant, l'attachement. Pour au final en arriver à Aux pratiques. la nature. Donc voilà, à la nature, qu'il faut relier l'enfant à la nature, qu'il faut qu'il sorte. Notre institut, c'est équilibre naturel et développement personnel. Exactement. Il ne peut pas y avoir de développement personnel sans au préalable d'abord se réconcilier avec son équilibre naturel. Et ce n'est pas possible. Voilà. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète le plus. Alors, c'est qu'on s'arrête à dire faut pas faire ci, faut pas faire ça, comme le dit l'expression. Mais d'abord, il faudrait nous enseigner à ce qu'il faut faire. Vous savez, la meilleure réponse au mal, c'est le bien. Il ne faut pas se contenter de ne pas faire le mal. Faut-il faire le bien? Encore faut-il faire le bien. Voilà. Parce que le meilleur des remèdes, c'est justement... mais on en voit de toutes les couleurs aujourd'hui, Karim. On voit des enfants qui ne boivent plus d'eau. Vous imaginez ça un petit peu? Ouais, mais vous Ne avez plus tout. boire d'eau. Vous avez tout. Et c'est la base. L'eau, c'est juste pour se laver, Voilà. me disait-il. Voilà. 80, plus 70%, 80%, on est composé d'eau. Et voilà. C'est la base. Et ben voilà. Mais c'est exactement ce que vous dites. Le Merci naturel. beaucoup, en tout cas, Karim. Il faudra poursuivre encore Ah, je cela. C'est l'un des défis, pour reprendre le nom de votre association. Danger Les émissions. écran, formons, informons, qui a pour but de développer la pensée réflexive en prenant en compte le facteur fondamental qu'on ne prend pas assez en compte, le facteur des écrans. Parents, vous êtes prévenus. À bientôt pour un nouveau numéro de l'émission d'entretien sur Al Janoubia TV. Au revoir.